Le soir du 7 novembre 1990, de puissantes lumières sont apparues au-dessus de la place Bonaventure à Montréal. Un événement dont ont été témoins des dizaines de personnes. Mais de quoi s'agissait-il au juste? De lumière provenant de grues d'un chantier à proximité ou plutôt d'un véritable ovni? C'est le mystère que tentera d'élucider notre enquêteur aujourd'hui. Selon un récent sondage de la firme Léger Marketing, 61% des Québécois croient en l'existence des extraterrestres. Le quart d'entre eux pensent que ces mêmes extraterrestres nous auraient rendu visite. Et dans la foulée, 53% des gens croient que les autorités nous cachent la vérité sur ces manifestations célestes. C'est vrai qu'au fil des ans, plusieurs administrations, principalement l'armée, ont développé une véritable culture du secret. Si ces politiques sont justifiables au nom de la sécurité nationale, elles ne font hélas qu'entretenir la rumeur d'une conspiration et les théories du complot. Cela dit, le ciel étant de juridiction fédérale, le gouvernement canadien a gardé longtemps un œil sur le phénomène des objets volants non identifiés, les ovnis. Dès le début des années 1950, le ministère des Transports et l'armée canadienne se sont liés pour créer des projets d'études comme le projet Magnet, le projet Aimant ou le projet Second Story, le projet de second niveau. L'une des toutes dernières observations à avoir été colligée officiellement par les autorités concerne un événement survenu à Montréal le 7 novembre 1990. Ce soir-là, une dizaine de personnes réunies sur la terrasse de l'hôtel Hilton Bonaventure au centre-ville ont observé un phénomène lumineux pour le moins singulier. La manifestation a duré près de 3 heures et parmi les témoins, il y avait des policiers de la CUM, la Communauté urbaine de Montréal, comme on disait à l'époque, et un agent de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis moi-même arrivé sur place aux alentours de 23 heures, où j'ai pu assister à l'extinction des dernières lumières dans les nuages. L'observation de l'OVNI de la place Bonaventure, comme l'ont surnommé les médias, a enflammé les imaginations et donné lieu à des débats passionnés entre croyants et sceptiques. L'affaire n'a jamais été proprement expliquée. Christian se rend là où est survenue l'apparition de l'OVNI, soit la place Bonaventure dans le centre-ville de Montréal. C'est ici, il y a 26 ans, que s'est produit le fameux incident qui a déclenché une tempête médiatique, l'OVNI de la place Bonaventure. Un phénomène plutôt étrange a été observé hier soir dans le ciel de Montréal. Une étrange apparition s'est manifestée au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure. The pool at the Bonaventure Hilton was almost deserted this morning, but last night there were all kinds of people there. Too big. It looks like moons. Plus d'une centaine de personnes à la piscine de l'hôtel Bonaventure Hilton ont eu la surprise de leur vie. Entre 2 et 5 lumières et un faisceau lumineux quasi stationnaire. Pour en parler avec nous, j'ai donné rendez-vous à Luc Morin, qui était policier à la Gendarmerie royale du Canada, et Mario Boily, un employé de l'établissement. Comment ça s'est passé pour vous? Quelle heure était-il à ce moment-là? Il devait être 8 heures. En soirée? Juste à cet endroit-là. Ouais. Il y avait un genre de ovale. OK. Et puis une plus petite au milieu, OK. un peu plus foncée. Et il y avait 6 spots. OK, autour. Qui n'étaient pas trop brillants parce qu'il y avait des nuages un peu. Là, ça allait. Pas un son, pas de bruit, absolument rien. Est-ce que l'objet se déplaçait à ce moment-là? Moi, ce que j'ai vu, elle était là, puis elle restait là pendant 2 heures. OK. À un
moment donné, j'ai vu un avion passer qui devait être à 8 000, 10 000 pieds. Puis à mon estimé, il y avait au moins un autre 10 000 pieds avant d'arriver là. OK. Il y avait 6 lumières au début, après ça, il y en avait 4, après ça, il y en avait 3. Puis quand quelqu'un de la presse est venu prendre une photo, il restait plus juste qu'un spot. Oui. On voyait qu'ils étaient fixes, placés une là, deux autres comme ça. C'était fixe sur la plateforme. Est-ce que vous avez eu, à un moment donné, l'impression que ce que vous observiez aurait pu être un reflet? Impossible. Impossible. C'était trop immense, trop gros. Ça pouvait pas être un spot. Il y en a qui parlaient que c'était le reflet des spots de la piscine. Oui, oui. La police a fait fermer les spots du mille de la Gauchetière. Mais non, ça restait là. Aujourd'hui, Mario, 26 ans plus tard, est-ce que vous êtes toujours persuadé que ce que vous avez vu ce soir-là relevait de l'inexplicable? Absolument. C'est absolument. Je suis certain qu'on n'est pas seul dans ce monde. Je regarde le ciel à tous les soirs que je sors dehors, là, mais c'était beaucoup trop gros pour être humain. C'est certain. Après avoir entendu le témoignage de Mario Boily, Christian rencontre Luc Morin, ex-officier de la GRC qui a travaillé sur le dossier de l'OVNI de la place Bonaventure. Donc, vers 21h30, je suis arrivé sur les lieux et j'ai fait les premiers constats. J'ai effectivement noté la présence de 3 faisceaux lumineux qui semblaient immobiles à travers un plafond nuageux. J'imagine que quand on reçoit un appel de ce type-là, et on arrive sur place, on s'attend à prendre essentiellement un rapport d'observation. On ne s'attend pas à être soi-même témoin du phénomène. C'est exact. C'était la première fois que ça m'arrivait dans ma carrière et ma première préoccupation était la sécurité du public. Quelle est la démarche que l'on fait? Avez-vous contacté les aéroports? Avez-vous contacté l'armée? Est-ce qu'il y a une démarche qui a été faite? En fait, on a contacté les aéroports pour savoir s'ils avaient quelque chose sur les radars et les autorités nous ont informé qu'il n'y avait rien sur les radars. Par la suite, il y avait un pilote d'Air Canada qui était ici, qui m'a informé que, selon lui, ces lumières-là, on voyait en fait un triangle lumineux, que ces lumières-là étaient à environ 3500 ou 4000 pieds de hauteur. Quand vous regardiez le phénomène, aviez-vous l'impression qu'il s'agissait d'un objet physique qui était là ou c'était simplement un reflet de lumière? J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un objet physique. En fait, il y avait de la construction très près d'ici. Je crois qu'on montait l'édifice du mine de la Gauchetière. Exact. On avait fait éteindre les lumières du chantier de construction pour s'assurer que ce n'était pas une réflexion. Et malgré tout, les lumières sont demeurées là. Les faisceaux lumineux ne sont pas disparus. J'imagine qu'on est témoin d'un incident comme celui-là. On garde quelques traces. Et je crois deviner que vous avez conservé le rapport d'enquête de l'époque. Effectivement, j'ai conservé les documents originaux de l'époque. Par exemple, les rapports des premiers appels qui ont été faits au quartier général de la GRC, les rapports du service de police de la Ville de Montréal. Fait que le premier appel que j'ai fait, j'ai appelé la tour de Dorval. Puis au téléphone, le contrôleur m'informe que sur le radar, actuellement, il y avait un cargo numéro XXX qui passait au-dessus du centre-ville. Puis effectivement, moi, j'étais à l'extérieur avec le téléphone sans fil. Puis ça avait l'air très, très petit là, quand ça passait en dessous. On pouvait même distinguer que c'était en métal. Ou, en tout cas, c'était quelque chose de métallique. Il y avait une brillance, là, la même chose qu'un matériel métallique. Puis que les sets de lumière ou les séries de lumière, comment est-ce qu'ils étaient positionnés. Ça, on les voyait très bien. Je vous dirais à peu près le temps d'un F-16 ou un F-18 là, qui part de Bagotville, qui passe au-dessus de la place Bonaventure, peut-être 14, 15, 16 minutes dans ce coin-là. On a entendu, on l'a pas vu, mais on l'entendait, avait très bien passé. Et lui, il m'informait qu'il prenait des photos. Je suis convaincu que ce que j'ai vu, c'était vrai, là. Que j'ai vu quelque chose qui est pas fait par des terriens, là, ou qui est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là. Quand on parle de cette histoire de l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, bon, il y a le 3 heures qui s'écoule, mais par curiosité, on aurait bien dû envoyer un hélicoptère pour essayer de voir de quoi il s'agissait. On aurait pu, par contre, les autorités policières, l'état-major de la GRC, étant donné le non-danger pour la sécurité du public, avait décidé qu'on
ne prendrait pas cette voie-là. Effectivement, ça aurait pu être intéressant d'avoir un hélicoptère pour aller constater en quoi ça consistait, ces lumières-là. Ouais. Vous avez été témoin vous-même du phénomène. Vous avez parlé de ça autour de vous. Est-ce que des gens ont proposé des explications à ce que vous avez observé? Il y a quelques explications farfelues, oui, qui ont été proposées. En ce qui a trait à savoir quelle était exactement la raison de ce phénomène-là, je crois sincèrement que c'était pas une réflexion de lumière. Je crois sincèrement qu'il y avait fort probablement un objet à cet endroit-là. Les observations que j'ai pu faire, c'est que l'objet s'était déplacé. Les trois lumières sont restées à peu près à la même distance l'une de l'autre et se sont dirigées vers l'est. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. En fait, mais je suis persuadé que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. C'est inexplicable. Même après avoir rencontré des témoins et un inspecteur de la GRC, l'enquête demeure sans réponse formelle. Certains experts de l'époque évoquaient même la possibilité d'un phénomène météorologique inexpliqué. Christian parviendra-t-il à élucider ce mystère? Le 20 mai 1967, Stéphane Michalak, un mécanicien industriel de Winnipeg, s'enfonce dans le parc provincial de White Shell sur la frontière du Manitoba et de l'Ontario. Il compte y faire de la prospection minière. Vers midi 15, alors qu'il se trouve près de Falcon Lake, Michalak voit apparaître dans le ciel deux objets en forme de cigare. Les objets émettent un bourdonnement régulier et irradient d'une lueur rougeâtre, comme du métal chauffé à blanc. Puis l'un de ces objets amorce une lente descente et se pose à moins de 45 mètres du prospecteur, tandis que l'autre objet s'éloigne et disparaît dans le ciel. Derrière un rocher, Michalak peut observer l'objet qui ressemble à un grand bol en métal surmonté d'une coupole. Sur cette coupole, Michalak note de petites ouvertures rectangulaires d'où émane une lueur violette. Cette même lueur est visible sur le côté de l'objet à travers une espèce de grille de ventilation. L'objet fait à peu près 10 mètres de diamètre pour une hauteur de 3 mètres. Puis soudain, une porte s'ouvre sur le côté de l'objet, comme l'iris d'une caméra. Persuadé d'être en présence d'un prototype secret de l'armée américaine, Michalak s'approche et glisse la tête dans l'ouverture. Il ne voit que cette lueur violette et des lumières clignotantes. Michalak fait un pas en arrière. Il entend un déclic et la porte se referme. De plus en plus curieux, de sa main gantée, il touche la surface de l'objet. Aussitôt, les embouts en caoutchouc de ses gants fondent au contact du métal. La base de l'objet pivote d'un quart de tour et cette grille, observée un peu plus tôt, se retrouve devant Michalak et laisse échapper un souffle d'air chaud, en fait si brûlant qu'il met le feu aux vêtements du prospecteur. Michalak doit se rouler dans l'herbe pour éviter d'être brûlé vif. L'engin décolle aussitôt et disparaît dans le ciel. Le soir même, de retour à Winnipeg, Michalak se présente à l'hôpital Misericordia où les médecins notent sur son abdomen des brûlures en forme de damier, l'empreinte de la fameuse grille. Les médecins notent aussi que Michalak souffre d'une forme d'irradiation de nature inconnue. L'histoire de cette rencontre soulève énormément d'intérêt. L'armée canadienne envoie sur place l'un de ses enquêteurs. Le capitaine Paul Bisky note sur le lieu de l'atterrissage des marques comme si l'endroit avait été soufflé par un puissant ventilateur. Bisky note aussi un taux élevé de radiation. L'affaire Michalak ne sera jamais expliquée. Pour approfondir son enquête sur la place Bonaventure, Christian se rend aux Archives nationales du Canada. Il veut savoir jusqu'à quel point le gouvernement canadien est impliqué dans le dossier. Pour ce faire, il rencontre l'archiviste David Rajot. Le projet Magnet était un chercheur qui s'appelait Wilbert Smith au ministère des Transports au début des années 50 qui s'intéresse au magnétisme, possiblement utilisé pour la propulsion d'engins. M. Smith considère que l'électromagnétisme, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est probablement ce qui explique les secousses volantes. Parce que lui croyait aux secousses volantes, il croyait que c'était un phénomène extraterrestre. C'est d'ailleurs ce qui va, lorsqu'il dépose le projet Magnet, noir sur blanc, il écrit il n'y a aucun doute que certaines de ces observations sont des engins extraterrestres. J'imagine qu'au ministère des Transports, on réagit avec une conclusion comme celle-là. En fait, pas d'abord.
Je pense que le ministère des Transports s'est d'abord laissé montrer ouvert, plutôt. Et donc, entre 53 et 54, il y a une station d'observation d'OVNI qui est en place pas loin d'Ottawa. En août 54, il y a eu une détection d'OVNI. Donc, il y a des discussions entre les États-Unis et le Canada pour mettre en place un système de surveillance des phénomènes qui se produisent dans l'espace aérien. Le ministère des Affaires étrangères est impliqué, l'armée est impliquée. Il y avait des posters qui ont été faits, qui disaient aux gens de rapporter-le aux autorités. En 67, l'armée décide, d'une part, que c'est généralement les cas d'observation d'OVNI, c'est pas des cas qui menacent la sécurité nationale. Donc, l'étude du phénomène OVNI passe de l'armée au Centre national de recherche en 67. En 95, le Centre national de recherche cesse de récolter officiellement des rapports d'observation d'OVNI parce que c'était une question monétaire. Il faut le dire, vers la fin, le gouvernement récoltait les observations et ne faisait rien avec. Dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, on a évoqué des communications entre les policiers de la CUM, comme on disait à l'époque, la communauté urbaine de Montréal. Il y avait des policiers de la GRC qui étaient également là. Et finalement, il y a eu des communications avec les militaires. Le problème qu'il y a, en tout cas du point de vue de quelqu'un qui s'intéresse au phénomène OVNI, c'est que c'est un peu la fin du programme. Donc, il y a très peu de documents le concernant. Quelques pages, on a le témoignage du policier de la GRC. Donc, l'armée, selon la politique, rapporte ce que finalement le policier de la GRC a dit, ce que le policier du CUM a dit. C'est une communication très courte, mais c'est tout. Il y a quelques pages. Si on compare entre ce qui s'est passé en 90 et ce qui se passait dans les années 60, c'est deux mondes complètement différents. Il y a actuellement des milliers de pages de documents sur les OVNI qui sont archivés quelque part dans les voûtes des Archives nationales. Ces documents-là, ils sont consultables pour le public. Il suffit d'en faire une demande et les gens peuvent consulter tous ces documents. Ouais. Les documents sur les OVNI aux archives, il y en a beaucoup. Okay. Quelqu'un qui ne connaît pas le phénomène, qui commence à consulter les archives qu'on a ici, pourrait passer des jours... à éplucher l'ensemble de ces documents-là. Maintenant, le grand mot, y a-t-il une conspiration? Parce que quand on parle des OVNI, évidemment, les amateurs d'OVNI imaginent toujours toutes sortes de conspirations, de sombres complots. Là, on a des documents devant nous et certains passages de ces documents-là ont été censurés. Est-ce que ça nous cache une information qualitative sur une présence extraterrestre? Non, en fait, la plupart des documents concernant les OVNI sont déclassifiés. Sauf que nous, la loi sur l'accès à l'information nous oblige à protéger certains types de renseignements. Puis dans le cas des OVNI, les seuls renseignements protégés, donc qu'on ne communique pas au public, c'est les renseignements personnels, donc les noms des personnes. Il faut comprendre que les ministères donc, ne sont pas obligés de transférer les documents historiques aux archives. Ils n'ont pas le droit de les détruire selon la loi, mais ils ne sont pas obligés. Donc, nous, selon les documents qu'on a ici, on peut dire c'est ce qui s'est passé, mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore des documents dans les ministères. OK. Puis ça, ben, je peux pas en parler. Christian a mis la main sur le rapport de Richard Haynes, chercheur en aérospatial de la NASA, pour savoir s'il est possible qu'il y ait eu un véritable OVNI dans le ciel de Montréal. Au lendemain de l'observation d'un OVNI au-dessus de la place Bonaventure à Montréal, j'ai été contacté par un homme d'affaires montréalais, Bernard Guénette, lui-même très intéressé par la question des OVNI. Guénette souhaitait colliger un maximum d'informations sur cette observation pour pouvoir les envoyer pour analyse à Richard Haynes, un spécialiste de l'optique travaillant pour le laboratoire Ames de la NASA. Le rapport, intitulé « Détails entourant la présence d'un grand objet volant au-dessus de Montréal », a été publié au printemps de 1992. Richard Haynes y reprend la chronologie des événements, expliquant comment l'objet est passé d'une couronne lumineuse à deux lumières blafardes, et ce, au fur et à mesure que descendait sur Montréal un important plafond nuageux. Le mouvement des nuages étant connu grâce au relevé d'Environnement Canada, Richard Haynes estime que l'objet évoluait ce soir-là à une altitude comprise entre 1060 et 2700 mètres et que son diamètre, d'après son évaluation la plus conservatrice, était de 540 mètres, soit l'équivalent de 5 terrains de football. Richard Haynes rejette la possibilité que l'objet puisse être un phénomène atmosphérique ou astronomique, justement à cause de cette couverture nuageuse. Richard Haynes rejette aussi la possibilité d'un reflet sur les nuages. Ce soir-là, la couverture nuageuse est passée de 1600 à 1100 mètres. Or, il faut savoir que dans le cas d'un reflet, plus la surface réfléchissante se rapproche de sa source,
plus cette source devient lumineuse et définie. Dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, l'objet a réagi de manière tout à fait différente. Richard Hines conclut que les preuves attestant la présence d'un grand objet volant inconnu au-dessus de Montréal sont tout à fait indéniables et que la nature de cet objet demeure pour l'instant non identifiée. Sommes-nous visités par des extraterrestres? Que sont les ovnis? Pour l'heure, toutes les recherches scientifiques vont dans le même sens. Il y a apparemment des phénomènes célestes, comme celui de l'hôtel Hilton Bonaventure, qui échappent à notre compréhension. Mais de là à prétendre que ces phénomènes soient des engins venus d'une autre planète, il y a loin de la coupe aux lèvres. Évidemment, cela ne remet pas en question la possibilité que d'autres mondes ailleurs dans l'univers soient peuplés par des civilisations plus avancées que la nôtre. En fait, la question ici n'est pas de savoir si des extraterrestres existent, mais si nous sommes visités par les extraterrestres. Et à ce chapitre, quoi qu'en disent les ufologues, les soi-disant spécialistes des ovnis, les preuves font cruellement défaut. Mais restons prudents. Un axiome scientifique nous rappelle que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Le soir du 7 novembre 1990, de puissantes lumières sont apparues au-dessus de la place Bonaventure à Montréal. Un événement dont ont été témoins des dizaines de personnes. Mais de quoi s'agissait-il au juste? De lumière provenant de grues d'un chantier à proximité ou plutôt d'un véritable ovni? C'est le mystère que tentera d'élucider notre enquêteur aujourd'hui. Selon un récent sondage de la firme Léger Marketing, 61% des Québécois croient en l'existence des extraterrestres. Le quart d'entre eux pensent que ces mêmes extraterrestres nous auraient rendu visite. Et dans la foulée, 53% des gens croient que les autorités nous cachent la vérité sur ces manifestations célestes. C'est vrai qu'au fil des ans, plusieurs administrations, principalement l'armée, ont développé une véritable culture du secret. Si ces politiques sont justifiables au nom de la sécurité nationale, elles ne font hélas qu'entretenir la rumeur d'une conspiration et les théories du complot. Cela dit, le ciel étant de juridiction fédérale, le gouvernement canadien a gardé longtemps un œil sur le phénomène des objets volants non identifiés, les ovnis. Dès le début des années 1950, le ministère des Transports et l'armée canadienne se sont liés pour créer des projets d'études comme le projet Magnet, le projet Aimant ou le projet Second Story, le projet de second niveau. L'une des toutes dernières observations à avoir été colligée officiellement par les autorités concerne un événement survenu à Montréal le 7 novembre 1990. Ce soir-là, une dizaine de personnes réunies sur la terrasse de l'hôtel Hilton Bonaventure au centre-ville ont observé un phénomène lumineux pour le moins singulier. La manifestation a duré près de 3 heures et parmi les témoins, il y avait des policiers de la CUM, la Communauté urbaine de Montréal, comme on disait à l'époque, et un agent de la Gendarmerie royale du Canada. Je suis moi-même arrivé sur place aux alentours de 23 heures, où j'ai pu assister à l'extinction des dernières lumières dans les nuages. L'observation de l'OVNI de la place Bonaventure, comme l'ont surnommé les médias, a enflammé les imaginations et donné lieu à des débats passionnés entre croyants et sceptiques. L'affaire n'a jamais été proprement expliquée. Il y avait une espèce de grille de ventilation. L'objet fait à peu près 10 mètres de diamètre pour une hauteur de 3 mètres. Puis soudain, une porte s'ouvre sur le côté de l'objet, comme l'iris d'une caméra. Persuadé d'être en présence d'un prototype secret de l'armée américaine, Michalak s'approche et glisse la tête dans l'ouverture.
Il ne voit que cette lueur violette et des lumières clignotantes. Michalak fait un pas en arrière. Il entend un déclic et la porte se referme. De plus en plus curieux, de sa main gantée, il touche la surface de l'objet. Aussitôt, les embouts en caoutchouc de ses gants fondent au contact du métal. La base de l'objet pivote d'un quart de tour et cette grille, observée un peu plus tôt, se retrouve devant Michalak et laisse échapper un souffle d'air chaud. En fait, si brûlant qu'il met le feu aux vêtements du prospecteur. Michalak doit se rouler dans l'herbe pour éviter d'être brûlé vif. L'engin décolle aussitôt et disparaît dans le ciel. Le soir même, de retour à Winnipeg, Michalak se présente à l'hôpital Misericordia où les médecins notent sur son abdomen des brûlures en forme de damier, l'empreinte de la fameuse grille. Les médecins notent aussi que Michalak souffre d'une forme d'irradiation de nature inconnue. L'histoire de cette rencontre soulève énormément d'intérêt. L'armée canadienne envoie sur place l'un de ses enquêteurs. Le capitaine Paul Bisky note sur le lieu de l'atterrissage des marques comme si l'endroit avait été soufflé par un puissant ventilateur. Bisky note aussi un taux élevé de radiation. L'affaire Michalak ne sera jamais expliquée. Pour approfondir son enquête sur la place Bonaventure, Christian se rend aux Archives nationales du Canada. Il veut savoir jusqu'à quel point le gouvernement canadien est impliqué dans le dossier. Pour ce faire, il rencontre l'archiviste David Rajotte. Le projet Magnet était un chercheur qui s'appelait Wilbert Smith au ministère des Transports au début des années 50 qui s'intéresse au magnétisme, possiblement utilisé pour la propulsion d'engins. M. Smith considère que l'électromagnétisme, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est probablement ce qui explique les secousses volantes. Parce que lui croyait aux secousses volantes, il croyait que c'était un phénomène extraterrestre. C'est d'ailleurs ce qui va, lorsqu'il dépose le projet Magnet, noir sur blanc, il écrit il n'y a aucun doute que certaines de ces observations sont des engins extraterrestres. J'imagine qu'au ministère des Transports, on réagit avec une conclusion comme celle-là. En fait, pas d'abord. Je pense que le ministère des Transports s'est d'abord laissé montrer ouvert, plutôt. Et donc, entre 1953 et 1954, il y a une station d'observation d'OVNI qui est en place pas loin d'Ottawa. En août 1954, il y a eu une détection d'OVNI. Donc, il y a des discussions entre les États-Unis et le Canada pour mettre en place un système de surveillance des phénomènes qui se produisent dans l'espace aérien. Un F-16 ou un F-18 là, qui partent de Bagotville, qui passe au-dessus de la place Bonaventure, peut-être 14, 15, 16 minutes dans ce coin-là. On a entendu, on l'a pas vu, mais on l'entendait, avait très bien passé. Et lui, il m'informait qu'il prenait des photos. Je suis convaincu que ce que j'ai vu, c'était vrai, là. Que j'ai vu quelque chose qui est pas fait par des terriens, là, ou qui est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là. Quand on parle de cette histoire de l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, bon, il y a le 3 heures qui s'écoule, mais par curiosité, on aurait bien dû envoyer un hélicoptère pour essayer de voir de quoi il s'agissait. On aurait pu, par contre, les autorités policières, l'état-major de la GRC, étant donné le non-danger pour la sécurité du public, avait décidé qu'on ne prendrait pas cette voie-là. Effectivement, ça aurait pu être intéressant d'avoir un hélicoptère pour aller constater en quoi ça consistait, ces lumières-là. Ouais. Vous avez été témoin vous-même du phénomène. Vous avez parlé de ça autour de vous. Est-ce que des gens ont proposé des explications à ce que vous avez observé? Mais il y a quelques explications farfelues, oui, qui ont été proposées. En ce qui a trait à savoir quelle était exactement la raison de ce phénomène-là, je crois sincèrement que c'était pas une réflexion de lumière. Je crois sincèrement qu'il y avait fort probablement un objet à cet endroit-là. Les observations que j'ai pu faire, c'est que l'objet s'était déplacé. Les 3 lumières sont restées à peu près à la même distance l'une de l'autre et se sont dirigées vers l'est. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. En fait, mais je suis persuadé que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. C'est inexplicable. Même après avoir rencontré des témoins et un inspecteur de la GRC, l'enquête demeure sans réponse formelle. Certains experts de l'époque évoquaient même la possibilité d'un phénomène météorologique inexpliqué. Christian parviendra-t-il à élucider ce mystère?
20 mai 1967, Stéphane Michalak, un mécanicien industriel de Winnipeg, s'enfonce dans le parc provincial de Whiteshell sur la frontière du Manitoba et de l'Ontario. Il compte y faire de la prospection minière. Vers midi 15, alors qu'il se trouve près de Falcon Lake, Michalak voit apparaître dans le ciel deux objets en forme de cigare. Les objets émettent un bourdonnement régulier et irradient d'une lueur rougeâtre, comme du métal chauffé à blanc. Puis l'un de ces objets amorce une lente descente et se pose à moins de 45 mètres du prospecteur. Peut-être 14, 15, 16 minutes dans ce coin-là. On a entendu, on ne l'a pas vu, mais on l'entendait très bien passer. Et lui, il m'informait qu'il prenait des photos. Je suis convaincu que ce que j'ai vu, c'était vrai, là. Que j'ai vu quelque chose qui est pas fait par des terriens, là, ou qui est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là. Quand on parle de cette histoire de l'OVNI au-dessus de la place Bonaventure, bon, il y a le 3 heures qui s'écoule, mais par curiosité, on aurait bien dû envoyer un hélicoptère pour essayer de voir de quoi il s'agissait. On aurait pu, par contre, les autorités policières, l'état-major de la GRC, étant donné le non-danger pour la sécurité du public, avait décidé qu'on ne prendrait pas cette voie-là. Effectivement, ça aurait pu être intéressant d'avoir un hélicoptère pour aller constater en quoi ça consistait, ces lumières-là. Ouais. Vous avez été témoin vous-même du phénomène. Vous avez parlé de ça autour de vous. Est-ce que des gens ont proposé des explications à ce que vous aviez observé? Il y a quelques explications farfelues, oui, qui ont été proposées. En ce qui a trait à savoir quelle était exactement la raison de ce phénomène-là, je crois sincèrement que c'était pas une réflexion de lumière. Je crois sincèrement qu'il y avait fort probablement un objet à cet endroit-là. L'observation que j'ai pu faire, c'est que l'objet s'était déplacé. Les trois lumières sont restées à peu près à la même distance l'une de l'autre et se sont dirigées vers l'est. Je ne sais pas ce que ça pouvait être. En fait, mais je suis persuadé que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. C'est inexplicable. Même après avoir rencontré des témoins et un inspecteur de la GRC, l'enquête demeure sans réponse formelle. Certains experts de l'époque évoquaient même la possibilité d'un phénomène météorologique inexpliqué. Christian parviendra-t-il à élucider ce mystère? Le 20 mai 1967, Stéphane Michalak, un mécanicien industriel de Winnipeg, s'enfonce dans le parc provincial de Whiteshell sur la frontière du Manitoba et de l'Ontario. Il compte y faire de la prospection minière. Vers midi 15, alors qu'il se trouve près de Falcon Lake, Michalak voit apparaître dans le ciel deux objets en forme de cigare. Les objets émettent un bourdonnement régulier et irradient d'une lueur rougeâtre, comme du métal chauffé à blanc. Puis l'un de ces objets amorce une lente descente et se pose à moins de 45 mètres du prospecteur, tandis que l'autre objet s'éloigne et disparaît dans le ciel. Derrière un rocher, Michalak peut observer l'objet. Michalak doit se rouler dans l'herbe pour éviter d'être brûlé vif. L'engin décolle aussitôt et disparaît dans le ciel. Le soir même, de retour à Winnipeg, Michalak se présente à l'hôpital Miséricordia, où les médecins notent sur son abdomen des brûlures en forme de damier, l'empreinte de la fameuse grille. Les médecins notent aussi que Michalak souffre d'une forme d'irradiation de nature inconnue. L'histoire de cette rencontre soulève énormément d'intérêt. L'armée canadienne envoie sur place l'un de ses enquêteurs. Le capitaine Paul Bisky note sur le lieu de l'atterrissage des marques comme si l'endroit avait été soufflé par un puissant ventilateur. Bisky note aussi un taux élevé de radiation. L'affaire Michalak ne sera jamais expliquée. Pour approfondir son enquête sur la place Bonaventure, Christian se rend aux Archives nationales du Canada. Il veut savoir jusqu'à quel point le gouvernement canadien est impliqué dans le dossier. Pour ce faire, il rencontre l'archiviste David Rajotte. Le projet Magnet était un chercheur qui s'appelait Wilbert Smith au ministère des Transports au début des années 50 qui s'intéresse au magnétisme, possiblement utilisé pour la propulsion d'engins. M. Smith considère que l'électromagnétisme
Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est probablement ce qui explique les secousses volantes. Parce que lui croyait aux secousses volantes, il croyait que c'était un phénomène extraterrestre. C'est d'ailleurs ce qui va, lorsqu'il dépose le projet Magnet, noir sur blanc, il écrit il n'y a aucun doute que certaines de ces observations sont des engins extraterrestres. J'imagine qu'au ministère des Transports, on réagit avec une conclusion comme celle-là. En fait, pas d'abord. Je pense que le ministère des Transports s'est d'abord laissé montrer ouvert, plutôt. Et donc, entre 1953 et 1954, il y a une station d'observation d'OVNI qui est en place pas loin d'Ottawa. En août 1954, il y a eu une détection d'OVNI. Donc, il y a des discussions entre les États-Unis et le Canada pour mettre en place un système de surveillance des phénomènes qui se produisent dans l'espace aérien. Le ministère des Affaires étrangères est impliqué, l'armée est impliquée. Il y avait des posters qui ont été faits, qui disaient aux gens de rapporter-le aux autorités. En 1967, l'armée décide, d'une part, que c'est généralement les cas d'observation d'OVNI, c'est pas des cas qui menacent la sécurité nationale. Donc, l'étude du phénomène OVNI passe de l'armée au Centre national de recherche en 1967. En 1995, le Centre national de recherche cesse de récolter officiellement des rapports d'observation d'OVNI parce que c'était une question monétaire. Il faut le dire, vers la fin, le gouvernement récoltait les observations et ne faisait rien avec. Dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, on a évoqué des communications entre les policiers de la CUM, comme on disait à l'époque, la communauté urbaine de Montréal. Il y avait des policiers